C'est bon. Madame la doyenne, monsieur le vice-doyen, je me sens à la fois interpellé et honoré. Interpellé, comme vous me le dire, en fait, c'est pour rendre aux collègues, aux jeunes collègues surtout, c'est que les aînés n'ont pas les publics. Alors, il faut revenir au point de départ. Nous savons tous que la communication humaine que nous réalisons a été cristallisée par Aristote. C'est le premier, semble-t-il. Parce qu'il ne faut pas ignorer non plus les littératures orales africaines, mais si nous sommes au niveau de l'écrit, nous revenons à Aristote, qui a été le premier à dire que ce qui distingue l'être humain des autres êtres vivants, c'est sa capacité d'avoir été doté d'un langage systématisé que nous appelons la langue. Le cumulatif, hier nourrit le présent, et le présent nourrit bien entendu aussi l'avenir. On m'avait demandé de parler de cette faculté qui est en train de naître. C'est dire que vous avez eu la présence d'esprit de commencer par une cogitation collective avant d'asseoir ce que seront les fondamentaux à la fois sur le plan disciplinaire, sur le plan didactique de notre faculté, nous l'appelons aujourd'hui telle qu'elle est, communication, éducation, développement. Ça peut changer. Le problème n'est pas celui-là, c'est le contenu qui importe. Je préparais une petite douzaine de diapos juste pour vous permettre de ne pas prendre le temps de regarder vos téléphones pendant que nous échangeons, mais l'essentiel sera dans les commentaires que je ferai à propos de ces diapos. Vite. Vite. Allez-y. Je me suis donné une idée conduite. Pour cette intervention, j'ai dit c'est ma contribution aux objectifs et à la vision de la faculté. Objectifs, vous le savez tous, généraux, spécifiques, à court et à moyen terme. Nous allons sentir tout cela tout au long de notre intervention. Je vous donne le sommaire. Dans un premier temps, nous allons vraiment revenir à ce qui est le point de départ de toute formation en communication. On ne peut pas ne pas commencer par la définition du public auquel l'on s'adresse. Vous le savez que généralement, parce que nous travaillons sur le binôme information et communication, nous avons deux publics distincts, le public anonyme et le public ciblé. Je vais y revenir après avoir donné les autres aspects de notre sommaire. Nous allons passer en revue un certain nombre de prédécesseurs en France, notamment. Nous verrons comment eux aussi ils ont eu à aborder la problématique qui est la nôtre aujourd'hui pour arriver à ce qui est chez eux aussi l'équivalent de la faculté que nous voulons mettre en place. Aux États-Unis également, en Allemagne, nous allons faire un saut à l'Église catholique pour voir ce qui est fait également dans les facultés catholiques à travers le monde. Et puis, monsieur le vice-doyen, je ne vous ignore pas, vous l'avez déjà dit, nous allons atterrir
sur nous, sur les SIC congolaises, parce que nous n'avons pas été que des copieurs. Nous commençons par les publics. Alors, il faut revenir au point de départ. Nous savons tous que la communication humaine que nous réalisons a été cristallisée par Aristote. C'est le premier, semble-t-il, parce qu'il ne faut pas ignorer non plus les littératures orales africaines, mais si nous sommes au niveau de l'écrit, nous revenons à Aristote, qui a été le premier à dire que ce qui distingue l'être humain des autres êtres vivants, c'est sa capacité d'avoir été doté d'un langage systématisé que nous appelons la langue. Selon lui, la différence entre les langages humains et les langages des autres êtres vivants, animaux, peut-être aussi d'autres êtres vivants, mais les animaux notamment, c'est que l'autre peut reproduire textuellement, intégralement, ce que le premier a fait. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans les rapports entre hommes et animaux ou entre hommes et arbres. Prenons ce qui est le plus proche de nous, les rapports entre l'homme et l'animal. Vous pouvez transmettre des messages, même des sentiments, des émotions à un animal. Mais le retour ne sera jamais intégral. Parce que l'autre n'est pas le même que vous. Comme disait notre aîné, le philosophe congolais Tchamalenga, il n'y a qu'entre hommes qu'il y a la méméité. Ce que vous pouvez faire, moi je peux également le faire. Mais ce n'est pas le cas avec les animaux. En communication, ce que le Congolais peut faire, peut se retrouver intégralement chez les Chinois, chez l'Indien, ainsi de suite. Mais je ne voudrais pas vous amener à penser à la loi Kiani. Donc, à partir d'Aristote, nous avons déjà cette faculté d'expression et de communication en tant qu'humain. Cela va nous amener à quoi par rapport à notre sujet du jour? Cela peut nous amener, et nous le verrons, à mettre en place 1001 facultés. Ça dépend de nos objectifs. Vous allez revenir. Voilà. La faculté d'expression et de communication peut nous amener à plusieurs facultés, beaucoup trop de facultés, ça dépend de nos objectifs et ça dépend de notre vision. Oui. Si. Voici un peu de mots, en 4 lignes, l'évolution des cycles. Dans un premier temps, nous le savons, les cycles ont dû s'affranchir des belles lettres, pour ne pas dire la littérature tout court. Nous aussi, en tant qu'hommes de communication, avant que nous puissions nous laisser soumettre par l'audiovisuel, si nous restons à l'écrit, nous sommes également des écrivains. Mais la différence avec ce qui nous a précédés, c'est que nous sommes des écrivains du factuel. Nous ne sommes pas des écrivains du fictionnel. L'homme de communication, il doit se soumettre au primat de l'événement. Il ne vient pas avant l'événement. Il vient après l'événement. Ce qui n'est pas le cas de l'artiste écrivain. L'écrivain du fictionnel vient avant l'événement. Sartre existe avant qu'il n'ait écrit tel roman. Nous savons que Sartre existe. Et s'il écrit, nous pouvons deviner à peu près de quoi il va parler. Ce qui n'est pas le cas de l'homme de la communication. Il faut d'abord le primat de l'événement et ensuite l'œuvre
l'exploit de l'homme des communications. Nous avons donc été affranchis, les hommes des communications, nous tous, que nous soyons journalistes, que nous soyons communicateurs, que nous soyons relationnistes, nous sommes toujours précédés par l'événement. Même quand vous êtes responsable dans une organisation, vous voulez réaliser par exemple les portes ouvertes. Bien sûr, c'est votre imagination, mais vous ne serez le maître d'œuvre que lorsque l'événement a lieu. Si l'événement n'a pas lieu, ça reste dans votre mémoire, ça devient de la fiction, c'est un roman, vous êtes écrivain et fictionnel. Il ne faut donc pas oublier cette différence-là, que nous sommes toujours esclaves de l'événement. Deuxième tiré, les publics. À partir du fait que nous sommes esclaves de l'événement, nous avons l'obligation de définir très clairement le public auquel nous allons nous adresser. Vous pouvez vous imaginer un peu ce qui se passe dans toutes les universités de la communication. Nous sommes toujours en train de tourner entre la composante I, information, et la composante C. Vous pouvez avoir des facultés, des départements, tout tourne autour de cela. Ceux qui vont vers les I, ce sont ceux qui visent nécessairement un public anonyme. Vous êtes journaliste, c'est un public anonyme auquel vous allez vous adresser. Vous êtes sur, comme disait Dinoubé tout à l'heure, vous êtes dans votre studio, vous présentez votre bulletin d'information. Bonjour chers amis, je suis très heureux d'être avec vous. Très heureux, oui, comment vous savez qu'eux aussi sont heureux? Vous ne savez pas, c'est un public anonyme. Vous êtes journaliste de la presse écrite. Prenons Kinshasa, où il n'y a pas de kiosque à journaux. On doit vendre les journaux au carrefour de la ville. Vous avez écrit le plus bel éditorial qui soit, comme celui de notre ami Nawesh par exemple. Vous êtes content de vous. Vous savez que votre journal sortira demain. Mais nous sommes au mois d'avril. Demain, à partir de 4 heures, il pleut. Et la pluie va s'arrêter à 13 heures. Donc, les jeunes gens ne seront pas au carrefour pour proposer les journaux. Votre journal n'a pas été lu. Votre effort est resté vain. C'est ça la spécificité du public de I, de l'information. Le professeur Moussou enseigne ça depuis des années. Tous ceux qui sont passés par là, pour ne pas dire tous ici, le savent. Il y a maintenant le C, la partie communication. Vous ciblez votre public. Quand nous disons cibler, ça ne veut pas dire que vous le connaissez déjà. Mais vous avez la configuration de votre public. Vous êtes le responsable de la Bralima. Vous avez ciblé les buveurs de la bière Bralima. Si vous êtes gentil et que vous vous souvenez de la date anniversaire du recteur de l'IFASIC, que vous voulez lui offrir une bière, vous connaissez sa bière et vous savez qu'il est déjà parmi ceux qui aiment cette bière-là. N'est-ce pas, monsieur le recteur? Affirmatif. Donc il y a les deux publics. Autrement dit, quand nous mettons en place nos facultés, nous devons répondre à cette question. C'est quel public auquel nous allons préparer les jeunes gens qui vont sortir de notre formation? Troisième, je dirais dans cette évolution d'une cinquantaine d'années pour les cycles, le renouveau des problématiques. Nous disons toujours qu'il n'y a pas de cycle sans tic. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est que les communs de mortels appellent nouvelles technologies de l'information se renouvellent constamment. Le N là n'est jamais figé. Et les cycles sont une science qui s'accroche aux technologies.
beaucoup de ceux qui sont passés par ici n'avaient pas suivi les cours des nouvelles technologies. Mais allez les voir comment ils travaillent aujourd'hui dans leur rédaction, dans leur bureau. Ils sont devenus les maîtres. Nous n'avons jamais enseigné ici, chez nous, comment monter un journal en ligne. Mais allez voir les Ligodi, les autres et tout ça, ils ont été préparés, formatés pour faire ça parce qu'ils savent le public auquel ils s'adressent et comme ils ont l'écriture, il suffit simplement de dompter la technologie pour y être. Donc, avant d'aller à n'importe quelle faculté, si nous voulons en avoir 3 ou 4 et tout ça, le problème n'est que celui-là de pouvoir cibler les publics et maintenant de voir quel type de technologie nous allons mettre à la disposition de ceux que nous allons former. Enfin, nous arrivons aux formations. Vous savez, les formations sont très diversifiées. Effectivement, les responsables des facultés aujourd'hui, ils ont le loisir de pouvoir ouvrir n'importe quelle formation pourvu que nous pouvons le faire de manière systématique. Alors, j'ai dit, je vais passer en revue. Nous allons jeter un coup d'œil à la France, un coup d'œil aux États-Unis, à l'Allemagne, je vous ai dit, nous allons jeter un coup d'œil aux facultés catholiques et puis nous redescendrons sur nous. En France, la première école, j'ai dit bien, de journalisme, ce n'est pas que j'oublie que nous parlons ici d'une autre faculté. Vous allez voir la liaison. La première école de journalisme a été créée par cette dame-là, Jeanne Weil, mais qui est plus connue par son pseudo, parce qu'elle était écrivaine. Son pseudo c'est Dick May, mais ce nom c'est Jacques Weil. Je préfère Jacques Weil pour dire ceci, qu'elle est d'ascendance juive. Son père était grand rabbin en Algérie. Elle est rentrée avec son père, elle n'avait que 4 ans en France. Donc, elle a hérité de tout l'environnement social de son père. Pourquoi j'insiste sur cela? Parce que cette dame a été de tous les combats politiques ou moraux où ont été impliqués également les Juifs, notamment dans l'affaire Dreyfus. Elle a été très impliquée. Et cette dame-là, avant de créer son école, elle était déjà une militante pour les causes sociales. Elle a été formée par le comte de Chardon, elle était sa secrétaire, et ce monsieur-là, c'était un mécène. Il a influencé beaucoup de personnes qui pensaient à créer les mutuelles, les activités sociales. Et elle, en tant que secrétaire, elle a vraiment trouvé de l'encouragement auprès du comte de Chabois. Au point que, quand elle a décidé un jour de créer une école, au niveau supérieur, elle se disait, comme finalité, que cela, c'est que, vous voulez vous descendre, s'il vous plaît, nous allons revenir. Elle avait dit ceci, la misère humaine est nécessaire pour enseigner aux hommes la pitié. Cela veut dire, je vais créer mon école pour former des gens qui vont travailler en faveur des autres plus faibles. Telle était son idée. Voulez-vous retenir? Okay? Et donc, elle a été de ce combat-là, notamment avec les Mizola, pour la réforme morale, pour ne pas dire politique, en France. Ensuite, alors, quand elle a créé son école, qui existe jusqu'aujourd'hui, la fameuse école de hautes études en sciences sociales, c'est cette dame qui a créé ça. Et dès le départ, elle a créé une sorte de département dans son école. Il y avait au départ 3, vers la fin, il y a eu un quatrième département, mais les 3 premières formations étaient celles-là, morale et pédagogie. C'est pour former des jeunes gens qui doivent répondre aux besoins
des misères morales des individus. Deuxième département, pour descendre sur le terrain, vraiment mettre la main à la pâte. Et troisième école, école de journalisme. Mais quand elle a créé cette école de journalisme, c'était en fait, comme nous avons dit, c'est pour l'écriture du social. Cela veut dire, 1, la thématique que vous allez choisir. Je ne veux pas terminer en 15 secondes. Ça, je vous l'ai dit déjà. Vous m'avez dit 1 heure, madame. Oui, oui, professeur. Vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. C'est pour l'écriture du social. Autrement dit, par le journalisme, résoudre les problèmes sociaux des humains. Ce n'est plus ce que nous avons aujourd'hui. Quand nous avons des sensationnalismes, quand nous avons nos fameuses questions de référence, le qui, quoi, machin là, nous ne pensons pas à l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Mangachouchou, qu'est-ce qu'on a trouvé dans ce coffre-fort? Point direct. Le reste ne nous regarde pas. Est-ce que ce qu'on va trouver dans son coffre va causer des misères à sa famille? Ce n'est pas notre problème. Est-ce que cela va causer des misères à ses collaborateurs ou pas? Nous, c'est l'info, un point, un trait. Mais elle, quand elle a créé l'école de journalisme, ce n'était pas ça. Donc, dès le départ, cette dame-là avait déjà une idée de ce à quoi nous nous préparons aujourd'hui. Ok. Aux États-Unis également. Voilà encore quelqu'un d'autre. Des amis de la communication et de l'organisation les connaissent bien. Yves Lee. Yves Lee, c'est un journaliste. Dès le départ, un journaliste. Mais un journaliste qui s'est orienté à travers la presse pour faire autre chose, pour créer les relations publiques. Nous connaissons sa fameuse déclaration des principes. Il a dit, moi j'écris, je travaille avec les journalistes, je collabore avec les entrepreneurs, je collabore avec les éditeurs, mais ce n'est pas une agence de publicité clandestine. Cela veut dire que quand j'écris, je dis la vérité. Mais je dis la vérité en faveur de ceux qui travaillent avec moi. Si je dis aujourd'hui que telle boulangerie a connu un incendie, ce n'est pas pour que vous puissiez tout simplement pleurnicher autour de ce malheur. C'est pour que le message puisse arriver, par exemple, aux autorités de la sécurité sociale, etc. Pour qu'en final, ceux qui m'ont donné ce message sur l'incendie puissent y gagner quelque chose. Il dit aussi que ce que je fais là, ce n'est pas non plus une agence de publicité. Je donne l'information, mais une information qui a une finalité. Comme nous avons dit, je connais mon public, je le cible. Je donne cette information pour que la CNSS, pour que tel autre service, pour que le ministère des Affaires sociales puisse avoir l'information et peut-être mettre en marche une activité en faveur de ceux pour lesquels j'écris. Allez-y. Il fait la pause. Allemagne. En Allemagne, quand la sociologie a été honorée, je suis très heureux de retrouver mes amis sociologues dans la salle. Nous connaissons très bien Max Weber, qui a lancé l'association de sociologie en Allemagne en 1910. Mais ce qu'on ne souligne pas assez, c'est que quand il a commencé son association, il a assigné pour cette association des sociologues une première tâche. Dit, les sociologues ne peuvent bien commencer leur travail que s'ils réalisent des enquêtes sur la presse. Donc, la sociologie ne devrait commencer que comme sociologie de la presse. Parce que, dit-il, c'est à travers la presse que nous retrouvons la cristallisation de l'opinion. Et quand nous analysons cette opinion cristallisée,
nous sommes vraiment en mesure de bien analyser et d'accompagner l'évolution de la société. Il l'a fait surtout pourquoi? Parce qu'avant même de s'affirmer sociologue, Max Weber était déjà un grand militant de la réforme sociale, bien longtemps à l'avant. Et passant par l'université, il n'a fait que confirmer le fait que la sociologie ainsi que la presse l'amènerait à réaliser une rénovation sociétale. L'Église catholique. L'Église catholique, comme on dit, finalement, c'est elle qui nous a donné le patron de la communication. Nous ne le savons pas beaucoup. C'est le fameux Saint François de Sales. Saint François de Sales qui a créé l'ordre des prêcheurs. Autrement dit, pour les catholiques, ils se disent que le fait de prêcher, c'est faire un acte de communication. Donc, ils ont commencé depuis très longtemps, mais c'est surtout à partir de Vatican II que les catholiques ont pensé que la communication ne peut pas se faire sans avoir précisé l'objectif, le but, la cible. Nous sommes passés par beaucoup de tentatives de dénomination. Quand la radio s'est imposée, quand la télévision est arrivée. Et pendant très longtemps, la traduction des mass médias, qui est un terme anglais, en français, ce n'était pas média au départ. Les francophones ont voulu traduire d'abord les mass médias en disant que c'était des techniques de diffusion collective. Pendant très longtemps, environ une quinzaine d'années, on n'a parlé que des TDC, les techniques de diffusion collective. Entre-temps, les catholiques se sont rendus compte que ce n'était pas tout à fait cela. Que l'objectif, c'était non pas la massivité, l'objectif, c'était la singularité du public. Et ils ont commencé à proposer communication sociale jusqu'à ce qu'au Vatican II, on puisse vraiment confirmer cela. Et depuis le dernier décret conciliaire, Inter Mirifica, les catholiques ont vraiment alors bien montré en quoi devait consister la communication sociale. Et ce qui est à retenir, c'est que cette dénomination ainsi que le contenu de la communication sociale a été consolidé d'abord dans les pays en dehors de l'Europe, en Amérique latine, en Afrique, pour venir rentrer, s'imposer en Europe comme étant un champ disciplinaire nouveau qui pouvait aussi bien se défendre que se propulser à côté des autres disciplines des SIC. Les SIC congolaises, parce que nous parlons de développement. Il y a en 2005, il y a eu 2 colloques, 2005 et 2007, on abuse. Le premier à Douala, le deuxième à Grenoble, mais qui s'appelait Douala 2, parce qu'en fait il est parti du premier à Douala, où la plupart des communicologues ont réfléchi sur le binôme communication et développement. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de gens venant des îles, des pays sous-développés pour en parler. On a passé en revue tout ce qui a été fait. On est passé par la critique des Wigglesworth, des Lerner et des Rogers, ainsi de suite, pour finalement voir vers où nous pouvons tendre pour bien développer et pour bien définir le développement. À cette rencontre-là, nous avions, j'étais pas seul, nous étions 3, réussi à faire admettre aux autres la fameuse définition qui est peu connue, mais bon, elle existe. Pour ceux qui la cherchent, je pourrais donner des références. De Kombe Oleko, professeur Kombe Oleko, professeur qui est le nôtre ici, qui est déjà mort, hélas. Un monsieur qui acceptait tellement le sacrifice pour le développement, non pas seulement sur le plan théorique, mais sur le plan pratique,
il a accepté à l'époque de devenir le directeur général des l'ISDER. Chez lui, chez les Batétela, et il y est mort d'ailleurs. Donc c'est quelqu'un vraiment qui connaissait le terrain, qui a défini le développement sous forme d'axiomatique, et c'est la parabole de la graine. Donc voici les 5 étapes. Comme Béoloko dit, le développement de la société, c'est très exactement comme le développement d'une graine. Une graine a dès le départ un programme génétique de développement. Une graine de maïs ne donnera pas le riz. Une graine de maïs ne donnera pas une mangue. Donc le programme génétique se trouve dedans. Autrement dit, le programme génétique de nous Congolais existe déjà. Même si nous ne le connaissons pas encore très bien, peut-être devons-nous aller vers je ne sais quels indicateurs. Quand nous disons nous peuplerons, ok, ça veut dire que dans notre programme de développement, nous sommes déjà des natalistes. Quand nous disons ceci, donc, dans notre imaginaire collectif, nous avons déjà notre programme génétique des Congolais. Ah, bah, Congolais, entre Bango. Et nous les autres, c'est déjà en nous. Donc, comme la graine, chaque société a déjà son programme. Mais, pour croître, la graine doit être enfouie. Et là-dedans, c'est pour aller chercher des substances nourricières, l'eau et les sels minéraux, qui sont en dehors de la graine, qui sont dans cet environnement-là. Et quand la graine entre dans le sol, c'est pour s'alimenter et, en troisième lieu, former ce qui est trouvé là-dedans en oligo-éléments. C'est l'eau qui était là, les sels qui étaient là, vont être transformés en matière de croissance. Quatrième élément, la graine éclos doit sortir de la terre pour respirer, prendre l'air. De la même façon que nous ne pouvons pas vivre en tant que société en autarcie. Nous devons nécessairement nous ouvrir, aller vers les autres pour prendre ce qui nous intéresse. Autant que les autres viennent chez nous, prendre ce qui les intéresse, nous également. Mais, en dernier lieu, il faut toujours savoir que autant vous allez prendre chez les autres ce qui vous intéresse, autant vous vous exposez à la prédation des autres. La graine qui est sortie de la terre, elle est à la merci des coqs et poules qui passent à côté, qui vont picoter la graine et c'est fini. À côté de la menace de l'homme, la maman qui est en train de préparer, quand elle va jeter de l'eau qui a permis à dessaler son macayabo, c'est peut-être pour aller tuer la graine. Donc la graine est à la merci de la prédation naturelle et normale de l'extérieur. Mais si la graine s'en sort, donc le développement est maintenant acquis. C'est exactement pour toute société. Et dans un numéro de la revue française des cycles, ils avaient adopté vraiment cette définition de notre compatriote Combé Collier. Alors, après tout ceci, les autres, en France, ils ont dit pas de journalisme pur. C'est pour un public et pour une vision. La réforme. Nous avons vu aux États-Unis écrire pour ceux qui veulent que vous puissiez rendre l'information publique en leur faveur. Mais ce n'est pas la malhonnêteté. C'est fait publiquement. En Allemagne, nous avons vu qu'il faut nécessairement passer par un regard humain parce que la presse, elle cristallise l'opinion humaine. Nous venons de voir chez nous également que le développement, c'est le développement de soi avec l'aide des autres. Autrement dit, si nous devons penser à notre faculté de communication et développement, comme j'avais appris que vous allez faire des ateliers, j'avais dit, je vais terminer par proposer
juste une thématique pour un certain nombre d'ateliers. Pour un atelier, vous pourrez par exemple réfléchir, la communication, oui, mais pour quel public? Et s'il y a un atelier pour le développement, oui, mais pour quel homme? Monsieur le recteur, Madame le doyen, chers amis, je vous remercie de votre... Comme finalité que cela, c'est que, vous devez descendre s'il vous plaît, nous allons revenir. Elle avait dit ceci, la misère humaine est nécessaire pour enseigner aux hommes la pitié. Cela veut dire, je vais créer mon école pour former des gens qui vont travailler en faveur des autres plus faibles. Telle était son idée. Vous allez vous retenir, ok? Et donc, elle a été de ce combat-là, notamment avec les Mizola, pour la réforme morale, pour ne pas dire politique, en France. Ensuite, alors, quand elle a créé son école, qui existe jusqu'aujourd'hui, la fameuse école de hautes études en sciences sociales, c'est cette dame qui a créé ça. Et dès le départ, elle a créé une sorte de département dans son école. Il y avait au départ 3, puis vers la fin, il y a eu un quatrième département, mais les 3 premières formations étaient celles-là, morale et pédagogie. C'est pour former des jeunes gens qui doivent répondre aux besoins des misères morales des individus. Deuxième département, pour descendre sur le terrain, vraiment mettre la main à la pâte. Et troisième école, école de journalisme. Mais quand elle a créé cette école de journalisme, c'était en fait, comme nous avons dit, c'est pour l'écriture du social. Cela veut dire, 1, la thématique que vous allez choisir. Je ne vais pas terminer le classe. Ça, je vous l'ai dit déjà. Vous m'avez dit 1 heure, madame. Oui, oui, professeur. Vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, hein, monsieur le vice-doyen. C'est pour l'écriture du social. Autrement dit, par le journalisme, résoudre les problèmes sociaux des humains. Ce n'est plus ce que nous avons aujourd'hui. Quand nous avons les sensationnalismes, quand nous avons nos fameuses questions de référence, le qui, quoi, machin là, nous ne pensons pas à l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Mangatouchou, qu'est-ce qu'on a trouvé dans son coffre-fort? Point direct. Le reste ne nous regarde pas. Est-ce que ce qu'on va trouver dans son coffre va causer des misères à sa famille? Ce n'est pas notre problème. Est-ce que cela va causer des misères à ses collaborateurs ou pas? Mais toi, nous, c'est l'info, un point, un trait. Mais elle, quand elle a créé l'école de journalisme, ce n'était pas ça. Donc, dès le départ, cette dame-là avait déjà une idée de ce à quoi nous nous préparons aujourd'hui. Ok. Aux États-Unis également. Voilà encore quelqu'un d'autre. Des amis de la communication de l'organisation le connaissent bien. Yves Lee. Yves Lee, c'est un journaliste. Dès le départ, un journaliste. Mais un journaliste qui s'est orienté à travers la presse pour faire autre chose, pour créer les relations publiques. Nous connaissons sa fameuse déclaration des principes. Il a dit, moi j'écris, je travaille avec les journalistes, je collabore avec les entrepreneurs, je collabore avec les éditeurs, mais ce n'est pas une agence de publicité clandestine. Cela veut dire que quand j'écris, je dis la vérité. Mais je dis la vérité en faveur de ceux qui travaillent avec moi. Si je dis aujourd'hui
que telle boulangerie a connu un incendie, ce n'est pas pour que vous puissiez tout simplement pleurnicher autour de ce malheur. C'est pour que le message puisse arriver, par exemple, aux autorités de la sécurité sociale, etc. Pour qu'en final, ceux qui m'ont donné ce message sur l'incendie puissent y gagner quelque chose. Il dit aussi que ce que je fais là, ce n'est pas non plus une agence de publicité. Je donne l'information, mais une information qui a une finalité. Comme nous avons dit, je connais mon public, je le cible. Je donne cette information pour que la CNSS, pour que tel autre service, pour que le ministère des Affaires sociales puisse avoir l'information et peut-être mettre en marche une activité en faveur de ceux pour lesquels j'écris. Allez-y. Il fait la cour. Allemagne. En Allemagne, quand la sociologie a été honorée, je suis très heureux de retrouver mes amis sociologues dans la salle. Nous connaissons très bien Max Weber, qui a lancé l'association de sociologie en Allemagne en 1910. Mais ce qu'on ne souligne pas assez, c'est que quand il a commencé son association, il a assigné pour cette association des sociologues une première tâche. Dit, les sociologues ne peuvent bien commencer leur travail que s'ils réalisent des enquêtes sur la presse. Donc, la sociologie ne devrait commencer que comme sociologie de la presse. Parce que, dit-il, c'est à travers la presse que nous retrouvons la cristallisation de l'opinion. Et quand nous analysons cette opinion cristallisée, nous sommes vraiment en mesure de bien analyser et d'accompagner l'évolution de la société. Il l'a fait surtout pourquoi? Parce qu'avant même de s'affirmer sociologue, Max Weber était déjà un grand militant de la réforme sociale, bien longtemps à l'avant. Et passant par l'université, il n'a fait que confirmer le fait que la sociologie ainsi que la presse l'amènerait à réaliser une rénovation sociétale. L'Église catholique. L'Église catholique, comme on dit, finalement, c'est elle qui nous a donné le patron de la communication. Nous ne le savons pas beaucoup. C'est le fameux Saint François de Sales. Saint François de Sales qui a créé l'ordre des prêcheurs. Autrement dit, pour les catholiques, ils se disent que le fait de prêcher, c'est faire un acte de communication. Donc, ils ont commencé depuis très longtemps, mais c'est surtout à partir des Vatican II que les catholiques ont pensé que la communication ne peut pas se faire sans avoir précisé l'objectif, le but, la cible. Nous sommes passés par beaucoup de tentatives de dénomination. Quand la radio s'est imposée, quand la télévision est arrivée. Et pendant très longtemps, la traduction des mass médias, qui est un terme anglais, en français, ce n'était pas média au départ. Les francophones ont voulu traduire d'abord les mass médias en disant que c'était des techniques de diffusion collective. Pendant très longtemps, environ une quinzaine d'années, on n'a parlé que des TDC, les techniques de diffusion collective. Entre-temps, les catholiques se sont rendus compte que ce n'était pas tout à fait cela. Que l'objectif, c'était non pas la massivité, l'objectif, c'était la singularité du public. Et ils ont commencé à proposer communication sociale jusqu'à ce qu'au Vatican II, on puisse vraiment confirmer cela. Et depuis le dernier décret conciliaire, Intermir Effica, les catholiques ont vraiment alors bien montré en quoi devait consister la communication sociale. Et ce qui est à retenir, c'est que cette dénomination ainsi que le contenu de la communication sociale a été consolidé d'abord dans les pays en dehors de l'Europe
en Amérique latine, en Afrique, pour venir rentrer, s'imposer en Europe comme étant un champ disciplinaire nouveau qui pouvait aussi bien se défendre que se propulser à côté des autres disciplines des SIC. Les SIC congolaises, parce que nous parlons de développement. Il y a en 2005, il y a eu 2 colloques, 2005 et 2007, on m'abuse. Le premier à Douala, le deuxième à Grenoble, mais qui s'appelait Douala 2, parce qu'en fait il est parti du premier à Douala, où la plupart des communicologues ont réfléchi sur le binôme communication et développement. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de gens venant des îles, des pays sous-développés pour en parler. On a passé en revue tout ce qui a été fait. On est passé par la critique des Wigglesworth, des Lerner et des Rogers, ainsi de suite, pour finalement voir vers où nous pouvons tendre pour bien développer et pour bien définir le développement. À cette rencontre-là, nous avions, j'étais pas seul, nous étions 3, réussi à faire admettre aux autres la fameuse définition qui est peu connue, mais bon, elle existe. Pour ceux qui la cherchent, je pourrais donner des références. De Kombe Oleko, professeur Kombe Oleko, professeur qui est le nôtre ici, qui est déjà mort, hélas. Un monsieur qui acceptait tellement le sacrifice pour le développement, non pas seulement sur le plan théorique, mais sur le plan pratique, il a accepté à l'époque de devenir le directeur général des l'ISDER, chez lui, dans le Monyama, chez les Batetela, et il est mort d'ailleurs. Donc c'est quelqu'un vraiment qui connaissait le terrain, qui a défini le développement sous forme d'axiomatique, et c'est la parabole de la graine. Donc voici les 5 étapes. Comme Béoloko dit, le développement de la société, c'est très exactement comme le développement d'une graine. Une graine a dès le départ un programme génétique de développement. Une graine de maïs ne donnera pas le riz. Une graine de maïs ne donnera pas une mangue. Donc le programme génétique se trouve dedans. Autrement dit, le programme génétique de nous Congolais existe déjà. Même si nous ne le connaissons pas encore très bien, peut-être devons-nous aller vers je ne sais quels indicateurs. Quand nous disons nous peuplerons, ok, ça veut dire que dans notre programme de développement, nous sommes déjà des natalistes. Quand nous disons ceci, donc, dans notre imaginaire collectif, nous avons déjà notre programme génétique des Congolais. Ah, bah, Congolais, entre Bango. Et nous les autres, c'est déjà en nous. Donc, comme la graine, chaque société a déjà son programme. Mais, pour croître, la graine doit être enfouie. Et là-dedans, c'est pour aller chercher des substances nourricières, l'eau et les sels minéraux, qui sont en dehors de la graine, qui sont dans cet environnement-là. Et quand la graine entre dans le sol, c'est pour s'alimenter et, en troisième lieu, former ce qui est trouvé là-dedans en oligo-éléments. C'est l'eau qui était là, les sels qui étaient là, vont être transformés en matière de croissance. Quatrième élément, la graine éclos doit sortir de la terre pour respirer, prendre l'air. De la même façon que nous ne pouvons pas vivre en tant que société en autarcie. Nous devons nécessairement nous ouvrir, aller vers les autres pour prendre ce qui nous intéresse. Autant que les autres viennent chez nous, prendre ce qui les intéresse, nous également. Mais, en dernier lieu, il faut toujours savoir
que autant vous allez prendre chez les autres ce qui vous intéresse, autant vous vous exposez à la prédation des autres. La graine qui est sortie de la terre, elle est à la merci des coqs et poules qui passent à côté, qui vont picoter la graine et c'est fini. À côté de la menace de l'homme, la maman qui est en train de préparer, quand elle va jeter de l'eau qui a permis à dessaler son macayabo, c'est peut-être pour aller tuer la graine. Donc la graine est à la merci de la prédation naturelle et normale de l'extérieur. Mais si la graine s'en sort, donc le développement est maintenant acquis. C'est exactement pour toute société. Et dans un numéro de la revue française des cycles, ils avaient adopté vraiment cette définition de notre compatriote Combé Collier. Alors, après tout ceci, les autres, en France, ils ont dit pas de journalisme pur. C'est pour un public et pour une vision. La réforme. Nous avons vu aux États-Unis écrire pour ceux qui veulent que vous puissiez rendre l'information publique en leur faveur. Mais ce n'est pas la malhonnêteté. C'est fait publiquement. En Allemagne, nous avons vu qu'il faut nécessairement passer par un regard humain parce que la presse, elle cristallise l'opinion humaine. Nous venons de voir chez nous également que le développement, c'est le développement de soi avec l'aide des autres. Autrement dit, si nous devons penser à notre faculté de communication et développement, comme j'avais appris que vous allez faire des ateliers, j'avais dit, je vais terminer par proposer juste une thématique pour un certain nombre d'ateliers. Pour un atelier, vous pourrez par exemple réfléchir, la communication, oui, mais pour quel public? Et s'il y a un atelier pour le développement, oui, mais pour quel homme? Monsieur le recteur, Madame le doyen, chers amis, je vous remercie de votre